Bonjour à tous, je m'appelle Yasmine Rayet, je suis interne en troisième semestre en anesthésie et réanimation, actuellement en stage en anesthésie à l'hôpital Bécaire. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de masse laryngée dans un contexte obstétrical. J'ai été encadrée par le docteur Valgrin, que je remercie d'être présent aujourd'hui. Donc pour commencer, en médecine, on a plusieurs dogmes qu'on apprend au cours de l'externat. Et par exemple, tout enfant qui voit l'hiver doit être ouvert, toute femme qui a une douleur abdominale en âge de procréer est une GU jusqu'à preuve du contraire. Et bien en anesthésie obstétricale, on en a un. C'est que toute femme enceinte de plus de 20 semaines d'aménorrhée doit être intubée en cas d'anesthésie générale. On va voir ensemble aujourd'hui si oui ou non ce dogme a toujours lieu d'être, aussi on peut changer nos pratiques. Juste avant de commencer, un petit cas clinique. Vous êtes anesthésiste au bloc maternité. Vous recevez une patiente de 25 ans qui n'a pas d'antécédent, un IMC A24 et qui est Mallampathie 2, une grossesse de déroulement normal, sans pathologie obstétricale ni fétale, qui a bien respecté les consignes de jeûne que vous lui avez données lors de la consultation d'anesthésie, et elle vient pour sa césarienne programmée à 39 semaines pour antécédent d'utérus unicicatriciel. Vous lui faites l'arrachée anesthésie, et malheureusement, manque de chance, elle ne monte pas. Donc vous décidez de lui faire une anesthésie générale pour l'endormir. Je voudrais voir dans la salle qui aurait proposé un masque laryngé à cette patiente. Personne. Vous auriez tous intubé d'emblée. Ok. Alors, commençons. On va parler un petit peu d'épidémiologie obstétricale. En France, ces dernières années, il y a environ 750 000 naissances. La césarienne, ça représente 21% des accouchements et seulement 2% sont réalisés sous anesthésie générale. En dessous, vous avez un tableau qui a été retrouvé dans l'enquête nationale périnatale 2021 de l'INSEE, qui s'intéresse un petit peu au profil des femmes enceintes. On a, en fonction du temps, en abscisse, le pourcentage de femmes, et on voit que les femmes, elles font des enfants de plus en plus tard, et on a une prévalence de l'obésité qui augmente aussi de façon importante. L'âge élevé et l'obésité étant des facteurs de risque indépendants connus de l'intubation difficile. Et pourquoi est-ce que l'intubation est difficile chez la femme enceinte? Puisque au fur et à mesure des 9 mois de grossesse, il y a des modifications physiologiques qui vont survenir. Donc pour ce qui est l'intubation difficile, c'est lié au départ par des modifications anatomiques des voies aériennes supérieures, qui sont liées d'une part à un œdème, à la prise de poids liée à l'augmentation du périmètre abdominal et l'utérus gravide. Et on a également des études qui ont montré qu'au fur et à mesure de la grossesse, il y avait une augmentation des scores de Mallampathie. Deuxième problème, lors de l'induction, c'est que le temps d'apnée sans désaturation est considérablement réduit chez la femme enceinte pour deux raisons principales. C'est qu'elles sont en train de faire grandir tout autre être humain. Donc on a une augmentation importante de la consommation en oxygène. Et secondairement, on a aussi une baisse de la capacité résiduelle fonctionnelle avec un syndrome restrictif au niveau thoracique qui est lié à l'augmentation du périmètre abdominal au fur et à mesure de la grossesse. Donc tout ça, ça contribue à rendre l'intubation difficile. Avec un risque qui est multiplié par 8 par rapport à la population générale. L'autre complication qui nous fait peur en tant qu'anesthésiste réanimateur, c'est le syndrome d'inhalation, qui a été décrit pour la première fois en 1946 par le docteur Mendelssohn. Le docteur Mendelssohn, c'est un gynécologue obstétricien qui a remarqué que lorsqu'on faisait une anesthésie à des femmes enceintes au masque, il y avait un certain nombre de femmes qui présentaient un syndrome d'inhalation, c'est-à-dire une régurgitation du fond gastrique dans les poumons, avec un risque de mortalité important qui peut aller jusqu'à la mortalité. La réponse aujourd'hui, elle est extrêmement faible. Au niveau des données, on a peu d'informations, mais c'est à peu près 1 sur 2000. Et la physiopathologie de ça, c'est que d'une part, il y a l'utérus gravide qui va grandir, ça va refouler l'estomac, augmenter la pression intragastrique, et donc augmenter le reflux gastro-œsophagien chez cette population. Et on a également une incompétence du sphincter inférieur de l'œsophage qui est liée aux concentrations importantes de progestérone, qui a pour fonction d'empêcher l'utérus de se contracter pendant la grossesse, mais qui, de ce fait, empêche aussi le sphincter inférieur de se contracter. Donc, toutes ces informations avaient donné lieu à cette hypothèse que les femmes enceintes avaient une vidange gastrique qui est ralentie. On sait maintenant que cette hypothèse elle a été démentie et démontrée, notamment avec cette étude qui a été publiée en 2019, qui était une étude de cohorte, qui avait regardé chez 53 patientes enceintes à terme et 81 patientes non enceintes avec l'échographie gastrique. Ils ont pu faire des mesures de surface centrale
Ils ont pu calculer le volume gastrique avec cette formule et aussi le rapporter au poids. Donc un petit mot sur l'échographie gastrique. Ici, on peut voir sur l'image, donc avec une sonde abdominale de basse fréquence, on vient se mettre au niveau du creux gastrique et on va avoir cette image. Donc sur les bords gauche de l'image, on a le foie gauche. Ici, on peut voir l'utérus et au bord inférieur, l'aorte. Et ici, on a l'antre qui a cette forme d'ellipse. Et donc, on peut mesurer sa surface avec la formule suivante, pi fois D1 qui est la surface la distance antéro-postérieure et D2 qui est la distance longitudinale, le tout qu'on divise par 4. Et on voit qu'entre les groupes femmes enceintes internes et les groupes femmes non enceintes, on n'a pas de différence statistiquement significative, que ce soit sur la surface centrale, sur le volume et sur le volume rapporté au poids. Donc toute cette hypothèse que les femmes enceintes avaient une vidange gastrique ralentie et que ça augmenterait le risque d'inhalation, ça a été démenti. Donc le masque laryngé, actuellement, est recommandé en seconde intention, donc d'échec d'intubation. Donc ici, vous avez les recommandations anglo-saxonnes qui ont été publiées en 2015. Donc si on a un échec d'intubation, c'est défini par 2 échecs par le même opérateur, ou 3 échecs si la main est reprise par un opérateur plus expérimenté. On voit que le masque laryngé supraglottic airway device arrive seulement à ce moment-là. Et donc la question qu'on se posait, c'est que est-ce que le masque laryngé peut être utilisé en première intention au vu de tout ce qu'on a dit, que l'intubation elle est difficile chez la femme enceinte, que le syndrome d'inhalation qui nous fait peur a une fréquence faible maintenant, et que surtout il y a eu le développement de nouveaux masques laryngés qui sont de plus en plus étanches. On a le masque laryngé suprême ici et le masque laryngé ProSeal, qui sont des masques laryngés de seconde génération et qui ont la particularité d'avoir 2 ports, un port ici pour la ventilation et un autre port ici par lequel on peut insérer une sonde gastrique et inspirer le contenu de l'estomac. Et puis le dernier en date, c'est l'IGEL qu'on a tous dans nos blocs opératoires. Et donc la question, c'est de voir si on peut les utiliser en première intention chez la population de femmes enceintes. Donc on va parler de différents cas, et en premier, on va parler de la césarienne programmée. Avec une première étude, une étude chinoise qui a été publiée en 2019, donc c'est une étude qui est monocentrique et qui s'intéresse à comparer le masque laryngé suprême par rapport à l'intubation orotrachéale. Les patientes incluses, c'était des patientes qui avaient une grossesse unique, qui étaient ASA2, donc pas d'antécédents, et qui avaient une césarienne programmée sous anesthésie générale. Elles avaient également un jeûne supérieur à 6 heures, et les patients à risque d'intubation difficile ont été exclus. Donc les patients qui avaient un reflux gastro-œsophagien, un mal empathie 4. Et... Appuie sur OK. C'est la session orbite serrée. Et un IMC supérieur à 35, c'est-à-dire les patientes obèses sévères. Donc ils ont inclus 920 patientes dans l'étude. Et dans le groupe laryngé, masque laryngé, il y en avait 460, et dans le groupe intubation, 460 également. Donc ils se sont intéressés premièrement à des critères respiratoires, avec un critère de jugement principal qui associait ces 2 critères, l'insertion en une tentative et la durée avant ventilation efficace. On voit que l'insertion en une tentative, il n'y a pas de problème dans les 2 groupes, c'est 99% des patientes. Par contre, on voit qu'il y a une différence statistiquement significative sur la durée avant ventilation efficace. Dans le groupe masque laryngé, on a une durée qui est 2 fois plus courte que l'intubation. Et la ventilation efficace était définie par une auscultation symétrique et la présence d'un capnogramme sur le ventilateur. Il n'y a pas eu d'épisode de désaturation dans les 2 groupes. Et même si la différence n'est pas statistiquement significative, il y a une tendance à avoir plus de cas de maux de gorge et de sang sur le dispositif, qui pourrait poser l'hypothèse peut-être que l'intubation est plus traumatique. Après, s'être intéressé à des critères respiratoires, ils se sont intéressés à des critères hémodynamiques. Donc sur la gauche de la diapositive, vous avez un tableau qui représente la fréquence cardiaque en ordonnée par rapport au temps. Donc on voit comment l'induction, il n'y a pas de différence entre les groupes. En violet foncé, vous avez le groupe masque laryngé, et en violet clair, vous avez le groupe intubation. Et on voit qu'à 2 minutes et à 5 minutes, il y a une différence statistiquement significative avec plus de tachycardie dans le groupe intubation. On a également la même chose avec la pression artérielle systolique, que vous voyez sur le tableau de droite, avec la pression artérielle systolique en ordonnée et le temps. Et on voit qu'à T0, il n'y a pas de différence. Par contre, à T2 et à T5, il y a une différence statistiquement significative avec plus d'hypertension dans le groupe intubation.
Ensuite, il y a une équipe indienne qui s'est intéressée cette fois-ci pas au masque laryngé suprême, mais au masque laryngé AIGEL. Donc c'est une étude monocentrique qui a été publiée en 2017 et ils se sont intéressés aux grossesses uniques chez des patientes ASA2 entre 20 et 30 ans qui, pareil, avaient une césarienne programmée sous anesthésie générale. Et comme dans l'étude précédente, ils ont exclu les patientes qui avaient un reflux gastro-œsophagien, qui étaient enceintes de jumeaux ou plus, qui avaient un mal en empathie 3-4 ou bien des antécédents cardio-respiratoires. Et le critère de jugement principal, ils se sont également intéressés à la facilité d'insertion du dispositif. Donc c'était 40 patientes dans chaque groupe. Le groupe I, c'est le groupe AIGEL. Le groupe E, c'est endotrachéal, c'est le groupe intubation. On voit que dans le groupe AIGEL, il n'y a pas eu de difficulté d'insertion du dispositif. Par contre, dans le groupe intubation, on a 20% des patientes pour qui l'intubation a été difficile. On voit ici qu'il y a une différence statistiquement significative sur les durées d'insertion, mais entre 10 et 12 secondes, c'est peu pertinent sur le plan clinique. Ils se sont également intéressés à l'hémodynamique des dispositifs, à l'intubation et à l'extubation. Donc vous voyez les courbes vertes, c'est le groupe masque laryngé, le groupe rouge, c'est le groupe intubation. Et on voit que donc ici, à l'intubation, vous avez la fréquence cardiaque en fonction du temps. Il y a une différence statistiquement significative entre les deux, avec une tendance à une meilleure stabilité de la fréquence cardiaque dans le groupe masque laryngé, également retrouvé sur la palme. Ici, c'est donc la pression artérielle moyenne. On voit qu'il y a plus d'incidence de pic hypertensif dans le groupe intubation, et les choses aussi se retrouvent à l'extubation. Donc ça, c'est les deux études randomisées contrôlées qu'on retrouve sur la question. On a l'air de voir que ça va plutôt activement, ça a l'air moins traumatique, et que l'hémodynamique est mieux conservée. On va voir maintenant ce qui se passe avec les masques laryngés dans le contexte de césarienne en urgence. Donc pour ça, on a 3 études à notre disposition. Donc on a une première étude qui est une étude chinoise qui est réalisée dans le même centre qui s'est intéressée au masque laryngé suprême par rapport à l'intubation dans les césariennes programmées. Ils se sont intéressés cette fois-ci à la césarienne en urgence de catégorie 2 et 3 de la classification anglo-saxonne, ce qui correspond chez nous au code orange et au code vert des césariennes en urgence. Et donc c'est une cohorte prospective et ils ont inclus 584 parturientes qui avaient un jeûne supérieur à 4 heures et qui avaient une césarienne code orange ou code vert. Et ils ont également exclu, comme précédemment, les patientes avec un reflux, un mal en empathie 4 et les patientes obèses morbides. Donc on voit qu'au niveau de l'insertion du premier coup, on a 98%, donc ça semble être un dispositif facile d'utilisation, 15 secondes en moyenne de durée avant ventilation efficace, qui est relativement rapide. Ils ont inséré via le port digestif une sonde gastrique et ils ont aspiré le contenu de l'estomac. Et il y avait à peu près entre 12 et 15 ml aspirés en moyenne, ce qui est relativement faible. Et il n'y avait pas d'incidence néonatale de l'insertion du dispositif pendant la césarienne, avec des pH néonataux et des scores d'Aguiar qui étaient tout à fait satisfaisants. Ils n'ont pas relevé d'épisodes de régurgitation ou d'inhalation chez ces 584 patientes et il n'y avait pas non plus de désaturation ou de complications à type de SPAS. Cette même équipe, 3 ans plus tard, ils ont repris les données de l'étude qui incluait les 584 patients et ils ont voulu regarder si le travail avait un effet sur différents critères. Donc dans l'étude, il y avait sur les 584 patientes, 38% qui étaient en travail, principalement dans les césariennes code orange de catégorie 2 et seulement 13% dans les césariennes code vert de catégorie 3. Il n'y a pas de différence sur la durée avant ventilation efficace. Par contre, on voit qu'il y a une différence statistiquement significative avec peut-être une difficulté d'insertion qui est majorée chez ces patientes-là, avec 9 cas d'échec d'insertion du premier coup versus 1 cas, et plus de sang sur le dispositif à l'extubation, donc ce qui pourrait orienter vers peut-être des difficultés d'insertion qui sont majorées avec un risque de traumatisme plus élevé. Et enfin, donc ça c'est la dernière étude qu'on a sur le sujet. Je vous aurais présenté toutes les études qu'on a. Celle-ci, c'est une étude de cohorte rétrospective cette fois-ci, de la même équipe qui a été publiée en 2018, qui retrouve 1039 patientes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la seule étude qui inclut des patientes obèses, avec 17% des patientes qui étaient obèses. La seule étude qui inclut également des patientes avec des pathologies obstétricales, prééclampsie, éclampsie, hypertension gravidique, etc. Et la seule étude qui incluait des patientes avec ASA 3-4, qui représentait ici 3,5% des patientes. Sur les 1039, il y a eu seulement 2 échecs d'insertion du dispositif, avec un épisode de désaturation qui était lié à l'échec d'insertion.
la désaturation qui était définie par une saturation inférieure à 93% pendant plus d'une minute, et il n'y a pas eu non plus des complications respiratoires, que ce soit de la régurgitation, de l'inhalation ou de spasme. Et ils ont interrogé les patientes en post-opératoire pour leur demander si elles avaient des maux de gorge ou de la dysphagie, et aucune ne s'est plaint de soucis particuliers. Donc voilà les seules infos qu'on a pour le contexte de la césarienne en urgence. On a seulement ces deux études cohorte prospective et rétrospective qui viennent de la même équipe. Et enfin, on va parler de la chirurgie obstétricale chez la femme enceinte, qui est un peu le dernier cas de figure chirurgical qu'on peut retrouver chez ces populations. Un petit mot dessus, donc ça représente, c'est une fréquence faible, 0,75 à 2% des femmes enceintes, des chirurgies qui ont lieu principalement au premier trimestre, avec en duo de tête des urgences digestives, appendicectomie, cholécystectomie, principalement sous célioscopie. Et en troisième position, on retrouve de la chirurgie gynécologique avec notamment toutes les interruptions volontaires de grossesse du premier trimestre et aussi les cerclages pour les menaces d'accouchement prématurées. Et bien, chez ces populations, on n'a pas d'informations sur l'utilisation de dispositifs supraglottiques par rapport à l'intubation. Donc, pour faire un peu une synthèse, donc ça c'est un tableau qui est issu d'un éditorial qui a été publié en 2020 par deux médecins anglais, donc qui ont repris la littérature sur le sujet depuis les années 2000. On voit qu'on dispose à peine d'une dizaine d'études. Ça fait 8600 patientes au total, où le masque laryngé a été étudié, et c'est principalement dans la césarienne. EL, c'est élective, donc c'est les césariennes programmées. EM, c'est les emergency, donc c'est les césariennes en urgence. Donc on voit que sur les césariennes en urgence, on a ces deux études-ci, qui sont les deux études que je vous ai présentées, la cohorte rétrospective de 1039 patientes et la cohorte prospective de 584 patientes, ce qui représente à peine 1500 patientes. Et pour ce qui est de la césarienne programmée, on n'a que 4 études randomisées contrôlées, qui ont des puissances relativement faibles. 3 études où on a 40 patients dans chaque bras, ici, là et ici. Et la plus grosse étude, c'est la dernière qui a été publiée en 2019, que je vous ai présentée en premier, qui incluait 460 patients dans chaque groupe. Donc on voit que la puissance, elle est relativement faible. On a peu d'études, enfin peu de patientes inclus, et puis surtout on avait une sélection de patientes importante, où toutes les patientes à risque étaient exclues d'emblée. Et autre remarque, c'est que toutes ces études, elles viennent soit d'Inde, soit de Chine. Aucune étude n'a été réalisée en Europe ou dans les pays anglo-saxons. Donc en conclusion, on a vu que le masque laryngé, ça semble offrir des conditions de ventilation satisfaisantes, sans augmentation du risque d'inhalation. Alors, toutes les études qui ont été publiées, il n'y en a qu'un épisode de régurgitation qui a été observé sans syndrome d'inhalation. Et il semblerait qu'il y ait un risque traumatique moindre, mais comme on vient de le voir, la littérature, elle est peu fournie, un faible niveau de preuve, c'est principalement des études rétrospectives, quelques études de cohorte prospective et seulement 4 études randomisées contrôlées de faible puissance. Et c'est des études qui proviennent principalement d'Asie, de Chine et d'Inde, donc on peut se poser la question de la validité externe. Les patients sont différentes et les pratiques sont également différentes. Dans les études, ils expliquent bien que chez eux, ils ont jusqu'à 30% d'anesthésie générale pour les césariennes, alors que chez nous, on est à 2%, donc ils sont beaucoup plus entraînés. Donc pour conclure ce stage junior, je vais vous proposer un algorithme de prise en charge des voies aériennes supérieures chez la femme enceinte en cas d'anesthésie générale. C'est un algorithme qui vient de moi, qui n'a pas du tout lieu d'être de quelconque recommandation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ALR est à privilégier dès possible, dès qu'on peut le faire. Il faut privilégier soit l'arachie-anesthésie, la péridurale ou la périrachie combinée. Et si soit ça ne marche pas, si on a une contre-indication ou bien une non-indication, par exemple les célioscopies pour les chirurgies urgentes dans les chirurgies non obstétricales, où l'anesthésie générale se pose. Dans le cas de la césarienne programmée, je proposerai le masque laryngé si et seulement si toutes ces conditions sont réunies. C'est-à-dire que la patiente est bien à jeun, qu'elle est ASA2 sans antécédent, qu'il n'y ait pas de pathologie obstétricale ni fœtale, qu'il n'y ait pas de critères d'intubation difficile, c'est-à-dire qu'elle soit myopathie 1 ou 2 et qu'elle ne soit pas obèse. Si tous ces critères sont réunis, pourquoi pas proposer un masque laryngé si un de ces critères manque, dans ce cas-là, intubation, sans se poser de questions. Pour ce qui est de la césarienne en urgence, on n'a que les 2 études que je vous ai présentées, la cohorte prospective et la cohorte rétrospective, qui viennent du même centre en Chine,
c'est pas assez, je trouve, pour pouvoir recommander ou proposer quoi que ce soit. Donc, continuer chez cette population d'intuber en cas d'anesthésie générale. Et pour ce qui est de la chirurgie non obstétricale, je n'avais pas de délai. Donc, continuer à faire comme on fait actuellement, c'est-à-dire supérieur à 20 cm d'aménorrhée intubée. Et si les patients sont à jeun et qu'ils sont inférieurs à 20 semaines, dans ce cas-là, proposer un masque laryngé, puis continuer aussi toutes les mesures annexes, c'est-à-dire la prophylaxie anti-acide, le jeûne, et pourquoi pas s'aider de l'échographie dans l'avenir. Je vous remercie de votre attention.